Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Longwy 1979. Historique. Dirigé par Bruno Pequignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 2 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la seconde, intitulée Sources, a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Série Travaux. Fabrice Mouton, L'homme et la montagne, 2011. Fernando Monroyavella, Le timbre-poste espagnol et la représentation du territoire, 2011. François Valérian, Un prêtre anglais contre Henri IV, Archéologie d'une haine religieuse, 2011. Manuel Durandbarthez, De Sedan à Sarajevo. 1870 à 1914, Mésalliance cordiale, 2011. Pascal Meyer, Hippocrate et le sacré, 2011. Sébastien Évrard, Les campagnes du général Lecourbe, 1794 à 1799, 2011. Jean-Pierre Hirsch, Combat pour l'école laïque en Alsace-Moselle entre 1815 et 1939, 2011. Yves Charpie, Paul Meunier, Un député au bois victime de la dictature de Georges Clémenceau, 2011. Jean-Marc Casillac, Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre, 2011. André Fourès, L'école du commissariat de la marine, Brest 1864 à 1939, regard sur 70 promotions et 1 millier d'anciens élèves, 2010. Remerciements. Je tiens à saluer tous ceux et toutes celles qui ont contribué à parfaire ce récit par leurs encouragements, leur soutien, leurs précieux conseils et apports, témoignages, fournitures de documents écrits ou audiophones et plus particulièrement, mesdames et messieurs, Blaise Daiello, Marie et Annie Seyuring, Françoise Birk, Albert Falchetta, Michel Rion, Denise Bernstein, Joseph Brambati, Gino Tognoli, Joël Chéry, Francis Treuillet, Jean-Pierre Guhumus, Marc Dauge, Patrick Hatzig, Jean-Paul Clément, François Boudot, l'équipe d'animation de L'. Institut CGT d'Histoire sociale de Montreuil, Madame la conservatrice des archives départementales de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le directeur des archives municipales de Nancy, le personnel administratif de la bibliothèque municipale de Nancy, Monsieur le directeur du conservatoire régional de L'. Images, Monsieur le conservateur des archives municipales de Longwy, Monsieur Maurice Noël, président des Amis du Vieux Longwy, les reporters bénévoles Ariel ANCE accent aigu, Marie Thomas, ainsi que des militantes et militants syndicaux engagés dans le quotidien des radios Caraïbes, Lorraine Cœur d'Acier SOS Emploi. Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés. On disait au tournant du siècle, les mineurs de Carmaux. On a dit, depuis la Libération, les sidérurgistes de Longwy. Madeleine Reberiot. Introduction. Longwy. Le 19 décembre 1978, un défilé long de plusieurs kilomètres parcourait les rues grises des cités grises sous un lourd couvercle de plomb, dans un silence pesant, sans drapeau, sans bannière, sans tambourin. La population longovicienne ployait sous la pression du ciel qui lui était tombé sur la tête. Depuis quelques jours, tous savaient que 12 000 emplois de sidérurgistes allaient être supprimés sur le site. En cette funeste trêve des confiseurs, la cité de Vauban retrouvait le chemin des grandes grèves ouvrières. Les années 1947, 1951, 1953-1963, 1967 avaient forgé le militantisme héroïque d'hommes devenus aujourd'hui élus du peuple à la tête des affaires publiques. C'est ainsi que depuis 1977, un bouquet de municipalités du pays haut avait emboîté le pas aux cités minières de Thil, Villeroux-au-Boué, déjà pourvues de conseils municipaux ouvriers, pour se constituer en fief dirigé par des communistes au nom de l'Union de la gauche. Le rassemblement massif du 19 décembre 1978 fut le coup d'envoi d'une résistance, émaillée d'actions commandos entrecoupées de manifestations, soudant ensemble toutes les couches d'une population bafouée, désillusionnée, envahie de rage et de désespoir, de fureur et de détermination. Une disponibilité,
une effervescence fusionnant dans un même mouvement des détestations et des fraternités improbables quelque temps auparavant, habitait en ce jour de décembre, l'air devenu lourd de menaces de ce bassin à la riche histoire sociale. L'imagination des populations explosa en initiatives diverses et inédites de la geste sociale de la vallée du Fer, allant du SOS lumineux planté aux fêtes du Crassier, l'Everest du Pays Haut, au rêve d'une petite république de Longwy, alternant attaques insurrectionnelles du commissariat et suppliques rituelles au président de la République. Les élites avaient failli. La construction pyramidale s'effondrait. Un peuple insurgé demandait des comptes. Du jour au lendemain, le pacte social fut rompu. Effritement des homélies, des discours, des institutions, la parole est accaparée par la rue. Les syndicalistes s'emparent de deux symboles communicants, le relais de télévision et les ondes radiophoniques. SOS Emploi CFDT, qualifiée de première radio ouvrière de France, précède de quelques mois Lorraine Cœur d'Acier Longwy, radio CGT animée par des professionnels. En septembre 1979, le noyau des combats s'est effondré dès la signature de la Convention sociale. Les insurgés les plus résolus seront les premiers à quitter le navire, prime en poche. Durant quelques mois encore, des escarmouches combatives, symboliques, verbales, communicantes, tenteront de remobiliser une population lucide et désabusée. Le 21 janvier 1981, les forces de police signent le point final de l'aventure par la confiscation musclée de la radio pirate Lorraine Cœur d'Acier, dernier témoin de la résistance acharnée de la communauté longovicienne. Reste à panser les plaies. Les scories de la destruction des hauts fourneaux ont charrié le déclin des entreprises sous-traitantes, en même temps que les procès pour atteinte au monopole des ondes, les règlements de compte politiques. L'échec de l'élu communiste aux élections législatives symbolise la déroute d'hommes dépouillés de leur pouvoir, de leur culture sociale, de la contre-société qu'ils avaient cru construire. 30 années après, surgissent des copeaux d'émotion de quelques-uns des grands témoins, répondant aux rémanences mémorielles d'acteurs éphémères. Symptômes d'impression plurielle, les entretiens recueillis par le républicain lorrain rapportent presque unanimement le souvenir des solidarités de combat, alors que l'écho renvoie quelques répliques fatiguées de la radio LCA. C'est ainsi qu'à 30 années de distance, alors que les esprits se préparaient à des échanges apaisés, une autre partie va se jouer. Deux productions télévisuelles réveillent de vieux démons. La nostalgie ne répand pas une pluie de roses, mais un déluge d'épines. Le ton des commémorations signale que la cicatrice n'est pas refermée. Le mythe nostalgique sévit toujours. Car en vérité il n'y eut pas une parole unique, mais des paroles, entrechocs de paroles, de conceptions, d'actions, de vécus. Or les célébrations, trop souvent ciblées sur un seul objet social, n'ont pas embrasé l'ensemble du phénomène multiforme contradictoire ou converge qui s'est exprimé pendant plusieurs mois dans cette cité du fer. L'histoire des ressorts du soulèvement de Longwy reste donc à écrire, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, avec son panache et ses écueils. Certes, l'objectivité est sans doute un projet toujours trop ambitieux, eu égard à un passé encore trop cuisant. Pour Michel Perrault, l'histoire ne peut s'écrire avec les vivants. C'est une gageure en effet que de le tenter. Mais pourtant aujourd'hui, des questions sont posées. Il est devenu essentiel de commencer à proposer des réponses. En tant que militante engagée dans ce mouvement à l'époque des faits, je pense pouvoir apporter un regard singulier maniant le cheminement empirique avec certaines clés d'un savoir plus théorique et méthodologique. L'ambition de ce document n'est pas d'obtenir un consensus entre des postures fermement arrêtées. Simplement d'apporter une analyse, une réflexion, à partir de documents d'époque confrontés aux mémoires de grands témoins comme d'acteurs modestes, interpellés ou ignorés des productions écrites, radiophoniques ou télévisuelles. Face à la complexité de la question, le respect le plus scrupuleux du contexte me paraît le fondement d'une approche la plus conforme possible. La perception des événements et de leur portée en 1979 diverge parfois considérablement de ce qui est resté en mémoire en 2010 dans les commémorations. En revanche, si la parole est libre, servez la plume. Les documents, bien que portant la marque du moment de ceux qui les ont produits, demeurent des invariants, compléments indispensables des témoignages soumis aux aléas de la mémoire. Les expressions écrites n'ont pas manqué lors des soulèvements de Longwy. Elles seront la trame essentielle du récit. Ainsi,
l'exposé brossera d'abord les rythmes marquants d'un combat où les initiatives de lutte furent journalières jusqu'à l'assèchement progressif d'une colère cédant le pas à l'amertume. En juillet 1979, les négociations de la CGPS1 conduisirent à l'épuisement de résistance qui s'effilocheront en un épisode politique encore une année durant. L'irruption de Lorraine Cœur d'Acier arrivée le 17 mars 1979, en appendice des luttes, mais parvenant à se hisser épisodiquement au premier plan à la faveur d'une actualité sociale en panne, en fut l'un des accompagnements symptomatiques. C'est ainsi que les conditions de l'ouverture de la radio, celles de son évolution militante et médiatique, de son contenu et enfin celle de sa disparition par l'intervention publique seront examinées avec le souci du recul que permet la consultation de documents privés. L'approche de l'échéance capitale des élections présidentielles aux prises avec la montée d'une alternative de gauche ouvrira le domaine souvent secret des grandes stratégies qualifiées au cœur du débat agitant les politiques au chevet d'un bassin sacrifié. Un détour sur des interventions télévisuelles, radiophoniques ou écrites d'acteurs comme d'observateurs, en regard d'analyse circonstanciée de colloques, thèses et documents écrits scellera la plongée dans le vécu populaire. Confronté au mythe accompagnant les nostalgies sous le regard posé 30 années après les événements fondateurs, le voyage dans le passé se réclame de l'écriture aussi précise que possible des faits. Les ressorts de la résistance dans le bassin de Longwy s'exposeront ainsi en 3 séquences principales. Acte 1. Le soulèvement de la cité selon 2 phénomènes. La résistance populaire repérée au jour le jour, selon le calendrier du quotidien local. Le coup de poing des radios pirates, notamment celui de l'aventure LCA. Acte 2. Les mythes et légendes inscrits dans le paysage longovicien. Acte 3. Les ressorts culturels identifiant le soulèvement au regard de l'histoire de la mouvance communiste en PIO, traversée par l'influence catholique en milieu ouvrier. L'ensemble devra illustrer un rappel des faits, aussi cohérent que possible. Gérard Noiriel n'évoquait-il pas la mission de l'historien en ces termes ? Cessez de nous dire si celui-ci est meilleur que celui-là, mais seulement ce qu'ils ont fait. Cette sentence exigeante sera l'ambition de la méthode que j'entends appliquer dans l'objet de mon récit. Première partie, les phases du soulèvement. Les ressorts, qui ont conditionné et nourri le soulèvement fantastique de toute une population durant plusieurs mois, reposent sur plusieurs signes interdépendants constitutifs d'une histoire des résistances sociales en Haut-Pays lorrain. En premier lieu, le panorama des luttes va se révéler fondamental pour l'examen des particularités du vécu longovicien. L'observation repose sur une scène sociale riche de réactions variées, résultant de présupposés politiques autant que culturels et sociologiques, puisque ce sont toutes les catégories d'une population qui ont résisté, trouvé des solutions, inventé des voies inédites. Mais l'ensemble des crispations s'est peu ou prou organisé autour d'un mouvement central, celui d'une communauté déjà porteuse d'une culture du combat ouvrier présent depuis plusieurs décennies. Cette particularité est posée en tant que trame de soulèvement et d'une résistance dont la composition, le caractère et la pugnacité fondèrent une approbation publique exemplaire. Ainsi, dans ce coin de Lorraine, la culture politique et sociale s'est principalement nourrie de la sève de 2 racines, celle issue du communisme fondé sur l'immigration italienne, celle du catholicisme progressiste, à l'œuvre dans le bassin depuis l'époque de la Libération. Cette configuration originale a façonné les facettes d'une résistance singulière quant à son essence, son déroulement, sa longévité. Chapitre 1. Les échos d'une dramaturgie journalistique. Le Républicain lorrain sera le guide chronologique fidèle rapporteur des événements, soubresauts et sursauts subis ou conduits par la population et ses élites. Le dimanche 10 décembre 1978, le quotidien régional annonce crûment sur 5 colonnes à la une, Usinor, 12 500 emplois supprimés. La nouvelle tonne comme un tremblement de terre. Les actionnaires éternuent, les hauts fourneaux vacillent, le soleil d'un avenir radieux se couche. Pourtant, la surprise n'est pas totale car dès le lendemain, 11 décembre, une lumière inonde le sommet du Crassier 2, d'un gigantesque SOS emploi, pendant qu'Antoine Porcu, député, convoque une réunion des maires. D'emblée, le syndicat CFDT, le plus prompt à réagir, est devenu le véritable détonateur de la résistance de la population dans le PIO. Un titre funèbre,
Usinor frappe Longwy à mort, précède un éditorial de Charles Bourdier qui pronostique d'emblée l'incapacité de la gauche à se poser en défenseur de la région, du fait de son opposition stérile. 6 mois de combats multiformes vont illustrer cette sombre prédiction. La résistance est pourtant instantanée. Dès le 19 décembre, sous l'épais couvercle d'un ciel gris scellé par le vent froid du nord, une foule compacte de près de 20 000 manifestants arpente au pas de charge le trajet du désespoir. Le cri de ralliement, la vie à Longwy, c'est la sidérurgie, ne mobilisait que les porte-voix. Seul un silence pesant répondait à la liturgie, ponctuant habituellement les défilés. Triste et déterminé, à l'image d'une ruée de réfugiés fuyant une guerre meurtrière, c'est ainsi que le cœur serré, j'ai pu constater au milieu de la rue du Harder-Serange la désespérance d'un défilé, marchant en aveugle, sans but, sans horizon. Ce cortège en détresse, dépourvu d'oripeaux et de slogans vengeurs, préfigurait la couleur de combat futur seulement porteur de rubans noirs au cœur. Le combat populaire, en quête d'hypothétiques recours, sera multiforme. D'emblée, 2 stratégies s'affrontent. Le premier trimestre de l'année 1979 sera dominé par une mobilisation massive, alors que la résistance se manifestera davantage sous forme d'actions commando durant le trimestre suivant. À dater de la rentrée sociale de septembre et jusqu'à la veille de l'échéance électorale des présidentielles de 1981, l'actualité va surtout évoluer dans un univers de démarches d'ordre politique. Janvier 1979, la mobilisation. Janvier sera le temps de la structuration de la colère spontanée et incrédule. Depuis le 10 décembre, chaque jour est marqué par une initiative contestataire, déterminée ou furieuse, utopiste ou solidaire, spontanée ou militante. Certaines mobilisations entraînent l'essentiel de la population sidérurgiste, mères au foyer, commerçants, professions libérales. Les syndicats se rassemblent en intersyndicales pour animer les résistances dans l'unité. Le 19 décembre, devant la place de l'Hôtel de Ville Noire-de-Monde, le porte-parole de l'intersyndicale, le cégétiste Marcel Moulet III, proclamera au milieu d'un énorme mais éphémère enthousiasme populaire cet orgueilleux mot d'ordre : « Pas un boulon ne sera ôté. Ils ne toucheront pas à la sidérurgie. » L'étoile SOS s'affiche dans le quotidien local comme symbole intemporel du cri d'alarme de toute une région, alors que l'audacieuse devise industrielle cégétiste exalte les incrédules qui deviendront des révoltés. Mais c'est indéniablement SOS Emploi qui deviendra le détonateur, puis la boussole de l'insurrection populaire en PIO. D'emblée, ceux de la CFDT ont été les premiers à retrouver le chemin accidenté des grandes résistances sociales et républicaines sous la voûte céleste longovicienne. Pour la mémoire ordinaire, le crassier n'est que le bornage séparant le labeur quotidien de la fabuleuse Grande Bleue. Quand on voit le crassier, on sait que les vacances sont bien finies et qu'il va falloir trimmer pendant 1 an pour retrouver la plage, déplorent les bénéficiaires des congés payés. En vérité, ce n'est pas d'hier que les insurgés des usines ont tracé leurs rêves au fait d'un terril devenu emblématique de l'histoire sociale. En 1934, un drapeau rouge flottait sur le crassier pour le 1er mai en signe précurseur des grèves qui allaient aboutir à l'explosion des droits sociaux de 1936. Le 30 août 1944, c'est encore le pylône du crassier qui brandit un drapeau. Il s'agit cette fois du drapeau tricolore. 2 jours après, le 1er septembre, Charles Cantova, découvert par une patrouille ennemie en possession de tracts compromettants, est mitraillé près du Dancing, le gamin de Paris, payant ainsi de sa vie l'impétuosité de sa jeunesse. 4. En 1979, des militants inventifs ont su renouer le fil des héroïsmes passés. À quelque temps de là, les voix de la République sociale se succéderont. Elles seront d'abord celles unanimes des travailleurs interrogés. Il faut être unis CGT, CFDT et FO en un pareil moment, montrant ainsi que le cri d'alarme s'identifie comme le cri de l'union de la force d'un peuple. Les réactions politiques sont immédiatement présentes. Antoine Porcu télégraphie à Bruxelles. Le commissaire européen, Étienne Davignon V, auteur du plan condamnant les installations sidérurgiques de Longwy, se propose de rencontrer le député 6 qui vient de saisir les instances européennes, tout en réclamant la formation d'une commission parlementaire. L'évêché annonce la célébration de la messe de minuit à Longwy par Monseigneur Bernard VII, évêque de Nancy et de Toul,
en signe de solidarité de l'Église catholique avec le monde du travail. De son côté, la section RPR du CRU refuse de devenir l'orphelin de la Lorraine et préconise que les décisions soient prises localement. Elle avance alors une suggestion écartée lors de la guerre de 1870, la création d'un département de la Chière regroupant Longwy et Briey, avec Longwy comme préfecture et visant le désenclavement du Pays Haut vers la Moselle 8. Le mouvement s'associe à l'opération Ville morte. Les forces sociales ressentent la nécessité de donner sans tarder une suite au gigantesque cortège de décembre. Le 4 janvier, un syndicaliste de la CGC, André Coince, se fait le porte-parole de quelques 4000 longoviciens rassemblés devant le conseil général du département. Une partie des sidérurgistes tente de forcer le barrage policier au seuil de la préfecture orné des portes d'or de la place Stanislas. Le 12 du même mois, ils seront près de 50 000 Lorrains à défiler dans les rues de Metz. En page 1, le républicain lorrain salue la Lorraine unanime dressée pour sa défense. Pays Haut, Neuve-Maisons, Toul, Pont-à-Mousson. Les évêques dénoncent le drame du chômage. Le quotidien décrit un cortège de 6 km. François Mitterrand est présent dans le défilé messin. Les commerçants manifestent leur solidarité derrière des drapeaux tricolores barrés d'une croix de Lorraine. Plus de 2000 sédétistes forcent le service d'ordre de la CGT dans le but de faire échec au barrage policier qui protège la préfecture. Ils sont repoussés au bout d'une heure. Le 18 janvier, l'organe de presse régional tient à manifester sa médiation en diffusant une pétition. 40 000 signatures seront collectées pour être remises au président Valéry Giscard d'Estaing, qui recevra une délégation pour un entretien symbolique d'une vingtaine de minutes. Le 25 janvier, 12 000 enfants de la cité lancent le cri du cœur en brandissant les flammes de l'espoir. Le lendemain, 3 000 lycéens et collégiens manifestent à leur tour. La mobilisation monte en puissance, mais le dernier jour du mois connaît une première opération violente à la suite de l'intervention des forces de l'ordre à l'unité sidérurgique de la Chière récemment occupée. L'usine de la Chière, première concernée par les suppressions d'installations, est immédiatement investie par les ouvriers syndicalistes. Les forces de l'ordre interviennent. 5000 sidérurgistes envahissent alors spontanément les rues. Plusieurs centaines d'éléments déterminés se rendent au commissariat, pour un face-à-face risqué qui sera suivi de plusieurs autres attaques des symboles régaliens de l'État. D'emblée, l'échauffourée renoue avec la jeunesse des épopées inlassablement racontées par les générations héroïques d'après-guerre, où des insurgés n'hésitaient pas à se coucher dans les rigoles des hauts fourneaux pour empêcher la coulée incandescente. La veille, les salariés ont séquestré l'état-major de la Chière, de la même façon qu'en 1948, les ménagères excédées, conduites par Micheline Dupont-Neuf, avaient contraint Marcel Grison-Dix, alors sous-directeur de l'usine de Senel-Maubeuge, à parcourir le chemin menant de Herserange à la place Leclerc, où l'attendait une foule au bord de l'émeute. Libéré de justesse par les dirigeants syndicaux, ce dernier avouait : « J'ai connu la guerre de 14, mais jamais encore je n'avais eu aussi peur. » 11 de ces femmes furent emprisonnées et condamnées. Roger Pinon 11, membre du directoire de l'usine, retraité depuis plusieurs années, déclara quelques mois avant son décès : « Moi, je sais que les moutons peuvent devenir enragés. » À l'évidence, le patrimoine des grèves légendaires de la Cité du Fer fut une donnée fondatrice des résistances de 1979. N'est-ce pas le leader sédétiste Robert Giovanardi XII, qui, encore à 30 années de distance, confiait dans un entretien informel : « On savait que c'était perdu, mais on était fiers d'avoir été à la hauteur des anciens. » Pourtant, durant ce premier mois de l'année funeste, il y eut aussi nombre de suppliques angoissées. Les bouches s'ouvrent, l'encre coule et se répand dans toutes les couches sociales. Chacune des parties de la population ajoute au bouquet central la particularité de sa démarche combative et culturelle. Tel ce sidérurgiste qui, encore incrédule, écrit au président Valéry Giscard d'Estaing le 2 janvier. En cette fin d'année 1978, vous avez choisi de bousculer les traditions avec un cynisme seulement égalé par les faiseurs de guerre. Vous avez permis au patronat sidérurgique d'offrir à la Lorraine 20 000 suppressions d'emplois. Nous aimerions, Monsieur le Président, vous voir reprendre ce cadeau lourd et encombrant pour cette région de France qui a tant donné. Nous vous avertissons que nous sommes passés dans une phase active d'autodéfense pour revendiquer les besoins essentiels de notre survie. Le 4 janvier,
le docteur délivré 13 carabins rouges humanistes, veillant sur la santé de cette population rude et laborieuse, prévoit des problèmes d'ordre moral. Les cours du mark et du dollar changeront. Par contre, ce qui ne change pas, c'est l'homme, son désir de se développer, de s'épanouir sur cette terre, dans son travail et sa cellule familiale, en un mot, son instinct de conservation. Le combat de Longwy, c'est aussi le combat de l'homme, c'est aussi le combat de la France. Dans quelques jours, il demandera un sursis de 3 ans pour faire de Longwy une région pilote de la reconversion, une convention sociale servant de trait d'union. De son côté, dès le 3 janvier, le Républicain lorrain a ouvert une rubrique permanente intitulée « Défendons la Lorraine ». Elle sera le recueil des actions massives ou individuelles, des paroles des citoyens comme des élus. Le député communiste, Antoine Porcu, veillera à l'alimenter de ses démarches auprès des autorités nationales et européennes. Le président du comité régional Pierre Messmer demande un plan lorrain. Le baron Duhart convoque les poilus de 1914 qui savent que la ville est un chêne, l'orage y descend sans pouvoir l'ébranler. Monseigneur Bernard en appelle au cri des prophètes pour le respect des hommes. Le 6 janvier, les questions de préséance sont déjà présentes à l'intersyndicale à peine constituée. Monsieur Olmy XIV n'est pas le président de l'intersyndicale, rapporte la presse. Les confédérations syndicales se déplacent au chevet de ce bassin non encore exsangue mais déjà ébranlé. Henri Krasuki, alors numéro 2 de la CGT, est le premier dirigeant national à se rendre sur le terrain. Le 16 janvier, il est annoncé en vue d'un meeting de portée nationale. Le 17 janvier, devant 600 salariés rassemblés dans les ateliers d'Usinor, il dénonce des mesures gouvernementales dérisoires et préconise des actions responsables et audacieuses car il n'est pas sérieux de prétendre remplacer la sidérurgie. Le quotidien confine cette prestation en page locale. Mais c'est devant une foule compacte que le leader cégétiste dialoguera ensuite dans la grande salle de la mairie de Longwy, avec les syndicalistes de toutes tendances. Un débat s'engage alors avec le prêtre ouvrier Mario Tessarotto à propos des mérites comparés de la manifestation baptisée « Promenade de santé » et des actions coup de poing. Le leader cégétiste répond qu'il ne faut rejeter aucune forme de résistance en mesure de mobiliser le soutien de l'opinion publique. Avant que le mois ne soit terminé, l'unité autour d'actions d'ensemble associant la majorité des intéressés se conjugue avec la multiplication d'initiatives particulières. Déjà, les deux organisations en pointe CGT et CFDT construisent leur propre démarche. La CFDT élit domicile sur le pont reliant la cité longovicienne aux entités avoisinantes, lorsque ce n'est pas au pied du Crassier, pendant que la CGT se rassemble au point central de la place Leclerc ou à la porte B de l'usine de Senel. Le PCF réunit les maires du canton et multiplie interventions et déclarations auprès des instances régionales. Il se prononce pour la tenue d'une mission parlementaire avant la session du printemps. Les cadres de la sidérurgie proposent que le dossier soit confié à des experts neutres. L'ancien directeur Jean-Paul Tannery 15 a démissionné du conseil d'administration. Le maire de Beveille propose le rattachement du PIO à la Moselle. Nous sommes le 4 février 1979. Cœur d'acier ou SOS Emploi. Le second mois de l'année pose les bases d'un développement durable, de la résistance populaire. Une double tendance se développe. D'un côté, la presse, à l'affût des évolutions, rapporte des événements anecdotiques. D'autre part, la stratégie syndicale, notamment cédétiste, s'engage plus résolument dans l'univers des actions de commando pendant que les interventions politiques investissent le théâtre des opérations. Les tentatives pacifiques vont s'inviter dans l'espace réactif. Elles demeureront inopérantes. C'est ainsi que, le 2 février, les gendarmes convoquent une conférence de presse pour déplorer une forte recrudescence de la délinquance juvénile et féminine passée de 2,8 en 1976 à 15,4 en 1978 car l'émancipation se traite par le tabac et l'alcool. Une Madame Longwy incarnera la femme, dans une émission d'Antenne 2. Il s'agit de Madame Saunier, femme d'instituteur. Mais contrairement à toute attente, le 6 du mois, le titre Longwy sous les Sunlight traduit l'émotion suscitée par l'intervention de Madame Renée Cardosso, épouse de sidérurgiste. Le 7 février, l'Union locale CGT projette une grande initiative internationale et une flamme d'oblitération Longwy vivra.
Le 12 du mois, la commission culturelle de Longwy annonce une exposition où la présence de Jean-Paul Durieux est remarquée. Le 20, à l'occasion de l'occupation de l'UML 16, c'est au tour de la CFDT d'inviter à une fête introduisant un forum permanent producteur d'idées pour renforcer la lutte. Le 23, le syndicat d'Usinor organise une opération porte ouverte qui remporte un succès d'estime populaire. Mais globalement, les recettes des précis syndicaux se révèlent dérisoires face aux enjeux comme à la vindicte d'une population flouée. En revanche, l'actualité sociale montre que, dès février, les mobilisations de masse s'essoufflent au profit d'actions militantes et de coups d'éclat de commando puisés à l'intérieur et à l'extérieur de Longwy. Les vengeurs masqués sont de plus en plus nombreux sur le pavé de la Cité du Fer. Parallèlement, prélude à la campagne électorale des présidentielles, la politique, jusque-là larvée, fait une irruption remarquée sur le marché des explosions sociales. Car on constate que face au désarroi de la population, les pouvoirs publics soufflent le chaud et le froid. La bataille des communiqués s'impose. Le 17 janvier, un plan Barre avait annoncé la création de 6 800 emplois. Une concertation est même proposée dès le 27 du mois. Mais le lendemain, en proclamant que la détermination du gouvernement n'est pas moindre que celle des Lorrains, le ministre de l'Industrie André Giraud 17 décuple la fureur. Le 23 janvier, Pierre Messmer 18 avait avancé la négociation d'un grand projet d'implantation en Lorraine car estime-t-il, on ne construira pas le secteur tertiaire sur les ruines de la sidérurgie. Le lendemain, le quotidien fait état d'une bataille de chiffres entre les responsables politiques Messmer et Giraud. Le 5 février, des négociations qualifiées de capitales sont annoncées sous le patronage du ministre Boulin, mais le 21 février, le Premier ministre déclare qu'il ne changera pas de cap. L'inflation des déclarations contradictoires a ouvert la page des présences politiques. En conséquence, les enjeux apparaissent dans toute leur rigueur. C'est pourquoi, dans la nébuleuse de la mobilisation populaire, le chapitre d'une radicalisation des résistances émerge. Les nerfs des Lorrains à toute épreuve, titre alors le journal en prélude à la montée de ce qui va s'apparenter de plus en plus à une insurrection. François Mitterrand est annoncé pour le 21 février. Il présentera le contre-plan acier du Parti socialiste en réponse au ballet des ministres de la majorité et à la fin de non-recevoir du Premier ministre. Mais, trahi par le brouillard, il se contentera d'une visite à Metz. Il sera présent à Longwy la semaine suivante, à l'invitation de la section nord du Parti socialiste. L'allocution qu'il prononce recadre les mots d'ordre sédétistes d'alerte à l'emploi, dans le processus politique d'un parti engagé sur une alternative à la gouvernance giscardienne. Le candidat au pouvoir suprême ne peut en effet se limiter à l'emblématique SOS Emploi. Il faut aborder l'épineuse question industrielle. À l'inverse du Parti communiste qui clame haut et fort le remède d'une nationalisation de l'industrie sidérurgique, l'héritier du programme commun de 1972 va exposer une pédagogie qui se garde d'hypothéquer l'avenir. Les couches sociales commencent à comprendre qu'elles sont solidaires de la production et des travailleurs en lutte. Car c'est tout le tissu humain de cette région qui risque d'être déchiré. L'acier n'a pas disparu de l'économie mondiale, mais il a perdu du terrain. La demande est mondiale. La question est qui va produire, qui va vendre. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux producteurs qui sont de rudes concurrents. Question: est-ce que l'industrie française est capable de supporter cette concurrence? Installation vieillie? Oui, très souvent. Est-ce définitif? Peut-on moderniser? C'est là qu'intervient l'incapacité gouvernementale. 19. L'équation est posée mais pas la réponse. Chaque mot est pesé. Le candidat ne dévoile pas les projets de l'éventuel président, montrant ainsi une remarquable maîtrise de l'art politique. L'explication incombe à un autre leader d'une mouvance de gauche voguant sur une trajectoire montante. La rencontre du syndicaliste Jacques Chérec et des militants CFDT suit de peu celui qui n'est encore que la figure de proue de la rose au poing. Le discours qu'il prononce en ce 3 mars 1979 confirme les divergences entravant la politique unitaire entre les confédérations CGT et CFDT, dans le sillage des politiques de gauche PC et PS. Jacques Chérec commence ainsi par plébisciter la stratégie d'action commando mise en œuvre à Longwy,
en se félicitant que la section locale ne soit pas tombée dans le piège d'une mobilisation classique et répétitive face à un problème qui nécessite de l'imagination. Puis le leader national expose les propositions de sa formation. Elles partent de 3 idées forces. Quelle industrie sidérurgique pour les Français, quelles industries de transformation, donc quelle politique de mutation industrielle en faveur de l'emploi? Le décor est posé pour que soit rendu imparable le 3e volet. Quelle politique sociale pour permettre de faire face d'une façon positive aux nécessaires mutations qu'une rénovation industrielle pose dans tous les pays? Les politiques de droite campent sur le refus du dialogue pendant que les politiques de gauche restent soudées à leurs analyses divergentes, telles que les avait prévues l'éditorialiste du Républicain lorrain Charles Bourdier au lendemain de l'annonce. Les politiques se montrant incapables de se poser en défenseurs de la région, la combativité s'organise pour durer. Le début de février avait vu s'accumuler l'occupation du bureau du chef du personnel à Usinor-Longwy, l'envahissement des locaux de la fonderie de Gorcy et de la mine de Longwy. Le 8 février, le déchargement d'une rame de coke à l'intérieur de l'usine ouvre la voie aux opérations de déversement des cargaisons de matières premières importées et transportées par le fret SNCF. Le 10, c'est le tour d'un transport de minerais dans le tunnel de Montigny. La gare de Longwy est isolée de tout trafic. Le 14 du même mois, les maires communistes ont interdit, par arrêté, la traversée de leur commune aux produits sidérurgiques et minerais importés. Le premier magistrat de Lons-la-Ville sera d'ailleurs traduit en justice pour cette position contraire au dogme européen de la libre circulation des marchandises. La guerre aux importations est déclarée. Parallèlement, février sera le témoin d'un virage dans la stratégie du coup de poing, amorçant de rechef son éloignement du cœur d'acier du combat. C'est ainsi que dès le 6 février, s'organise le sac de nuit de la sous-préfecture de Briey par un commando d'une trentaine de sédétistes. Repoussé par une brigade de gendarmes 1 heure après, l'équipé se solde par une simple mise à feu des dossiers. Les dialogues sur le vif des reporters de SOS Emploi traduisent le détail et l'atmosphère coup de poing. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.